Midi à toutes et à tous. Bienvenue à cette activité spéciale dans le cadre de la session automne Expo Manger Santé Vivre Vert. Alors aujourd'hui, on cuisine avec l'extrême plaisir d'avoir avec nous une femme aux multiples facettes, une artiste multidisciplinaire, donc Odile Joly-Petit, puis entre autres styliste alimentaire, photographe et comme elle dit elle-même, freak de fermentation à temps partiel. Alors, c'est justement cette partie d'elle qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, bonjour, bon midi, Odile. Bienvenue. Alors, Odile, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, je vais même vous montrer tout de suite le résultat final. Ce sont des carottes lacto-fermentées, mais avec une petite twist, c'est qu'on va les rendre fumées. Donc, ça va faire une belle alternative pour le saumon fumé. Pour mettre sur des bagels avec du fromage à la crème, du fromage à la crème, façon vegan. Donc bref, on va fermenter des carottes. Puis je sais pas si dans le fond, on pourrait, je sais pas si on veut aller tout de suite vers les ingrédients, mais je présenterai les ingrédients qu'on va utiliser justement. C'est très bien. Alors voici, on va s'assurer que tout le monde est prêt, ceux qui veulent participer en direct. Oui, exactement. Puis aussi, les détails liés aux étapes de la recette vont être disponibles aussi sur mon blog. Donc, soit via la vidéo, soit via le blog, selon que les gens vont préférer. Mais bref, aujourd'hui, on va donc faire une lacto-fermentation avec des carottes. Là, vous voyez aussi à l'écran le matériel que je vous conseille d'avoir. On va avoir besoin, bien entendu, d'un bol, planche, couteau pour couper nos légumes, mélanger tous nos légumes. Si jamais à la maison, vous avez une balance alimentaire, je vous encourage à l'utiliser. C'est très pratique en fermentation. Sinon, je vais vous guider plus ou moins à lorsqu'on va en avoir de besoin, quelle quantité, qu'est-ce que vous allez... En tout cas, bref, je vais vous donner un petit truc si jamais vous n'avez pas de balance. On va avoir besoin aussi d'un pot pour mettre notre lacto-fermentation dedans pour qu'elle puisse fermenter. Et un autre petit pot dont je vais vous donner l'utilisation plus tard ou encore un sac Ziploc. Pour ce qui est des ingrédients maintenant, on va avoir besoin de carottes. J'utilise à peu près l'équivalent d'une botte de carottes, le plus frais possible, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est important plus tard, mais en lactofermentation, c'est hyper important la fraîcheur des légumes qu'on va couper. Puis, on va avoir besoin aussi d'un poireau, la partie blanche. On va utiliser la partie verte plus tard. Ça pourrait être remplacé par des oignons, mais là, dans ce cas-ci, on va utiliser du poireau. Puis après, au niveau des aromates, ce qu'on va utiliser, ça va être du poivre, de la moutarde, de la coriandre, de l'aneth. On va utiliser aussi de l'ail et un petit élément, pardon pour le bruit, un petit élément pour rappeler la mer, donc comme le saumon fumé, on va utiliser des algues, ici qui est du kombu, et bien entendu du sel. Et l'ingrédient qui va donner le fumé, ça va être de la fumée liquide. Donc, ça, c'est pour présenter les ingrédients. Est-ce qu'on se lance directement dans la lactofermentation, Jean? Alors, si tu le veux bien, ma chère Odile, une petite question qu'on a déjà. Est-ce qu'on peut utiliser les pots en plastique pour la lactofermentation? Je vous encourage à utiliser du verre ou encore de la céramique ou sinon du stainless steel. Pourquoi? C'est parce que le plastique, en fait, dans la fermentation, c'est vivant. Donc, du plastique, si c'est pas du plastique qui est... Souvent, il peut y avoir des microparticules de plastique qui peuvent se retrouver dans la lactofermentation durant le processus. Donc, c'est vraiment à déconseiller autant que possible dans les lactofermentations en général. Donc, disons que ça peut être fait, mais c'est déconseillé. D'accord. Puis si je peux me permettre, s'il te plaît, une autre petite question qu'on a aussi, c'est est-ce qu'on peut remplacer le kombu par une autre algue du genre dulce ou autre? Oui, en fait, on peut remplacer par d'autres types d'algues. Je vous déconseillerais par contre les algues de type nori à sushi, là, les fines feuilles, parce que souvent, c'est pas juste des algues, il y a des ajouts qui sont faits. Des fois, ils sont comme aussi frits, qu'on a fried, qu'on dit aussi. Mais ça peut être remplacé par du dulce, de l'aramé. Il y en a sûrement d'autres du wakame, ça fait aussi. Ce qui est intéressant avec le kombu,
c'est qu'il garde sa texture durant la fermentation. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, ce qui veut dire qu'à la fin de la fermentation, on peut retrouver des bouts de kombu et vraiment comme avoir la texture, etc. Les autres types d'algues, souvent, ils vont se désagréger. Donc, ils vont perdre ils vont juste se mêler, ils vont vraiment, comme le dur, souvent, ça va être des flocons, etc. Donc, il ne va pas garder sa texture. Puis l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a plein d'algues qui se trouvent au Québec. Je pense la compagnie Far Est, qui a déjà été, je pense, à l'Expo Manger Santé, qui confirme. Tout à fait, tout à fait. Des super bonnes algues. Certaines sont disponibles, entre autres, en vrac chez épiceries locaux. Sinon, la plupart des épiceries naturelles, chez Taux, Rachel Berry, Aliments Merci, on peut retrouver facilement souvent des algues en sachet. D'accord. On demande aussi, avant de commencer, Odile, si je peux me permettre, on demande est-ce qu'on peut remplacer la fumée liquide par du paprika fumé? Et pas vraiment. C'est qu'en fait, le paprika fumé aussi, c'est un poivron, du piment. Donc, on va avoir un goût qui va pas vraiment aller rechercher cette idée du saumon fumé, je pourrais dire. Donc, moi, je le déconseillerais. Mais par contre, ça reste un aliment qui est optionnel parce que c'est là pour donner le goût fumé, la fumée liquide. Donc, si on ne le met pas, c'est pas que ça va être mauvais, notre lactofermentation, mais il va nous manquer la petite touche fumée qui va rappeler le saumon fumé, justement. Donc, si on n'en a pas, juste le mettre. Sinon, c'est davantage la fumée liquide. Et autre chose, la fumée liquide, je l'ajoute une fois la lactofermentation terminée. Donc, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous avez 2-3 semaines devant vous pour aller en acheter. Et puis, on demande où on achète la fumée liquide. Est-ce que c'est à son poste de pompier favori? Je sais que moi, j'en trouve chez Aliments Merci. C'est là que c'est la plus proche de chez nous. Je suis pas mal convaincue que Rachel Berry devrait en avoir ou encore chez Taux. Parfois, certains IGA, puis il y a différents types d'IGA. Je sais que des fois, dans leur section de produits bio naturels, des fois, ils vont en avoir. Mais sinon, c'est de demander justement peut-être à son épicerie, au gérant, etc., de faire rentrer ce genre de produits-là. Mais sinon, c'est sûr plus dans les magasins d'alimentation naturelle un peu plus spécialisés. Aliments Merci, Taux, Rachel Berry. Chez Avril, sûrement qu'ils devraient en avoir aussi. Je les ai pas pelées, les carottes. Je vais expliquer pourquoi. Les carottes, je vais les passer à mandoline. Pourquoi je les ai pas pelées? Je les ai juste bien... Si on a des carottes, surtout si sont bio, par exemple, il y a encore moins besoin de les peler. Mais c'est aussi parce que... en fait, en lactofermentation, on joue avec des micro-organismes qui sont présents naturellement déjà sur les aliments, etc. Donc, c'est toujours préférable d'avoir d'autant plus un légume biologique, mais aussi un légume qu'on ne va pas peler pour garder le plus de nutriments, le plus de micro-organismes qui sont déjà présents sur nos aliments. Donc, juste bien les frotter avec une brosse à légumes, à l'eau, c'est tout à fait suffisant. Je vais les passer, dans le fond, à la mandoline pour les couper finement, à peu près comme l'équivalent d'une chip. Donc, à peu près 2-3 mm pour donner une idée. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez y aller au couteau, ça va juste être un peu plus long. Puis, il va y avoir des variantes en termes de grosseur, dans le fond, dans l'épaisseur des carottes, mais c'est pas très grave tant que ça reste suffisamment mince. Et là, pendant que je coupe, je ne sais pas si ça fait beaucoup de bruit, tu me le diras, Jacques. Mais il va falloir couper nos carottes. Je vais essayer de le montrer à la vidéo le plus près possible. C'est à peu près une grosseur, je ne sais pas si on peut assez voir, si c'est trop assez mince. Et pourquoi? C'est parce que quand on fait une lactofermentation, au-delà des légumes, le deuxième ingrédient le plus important, c'est le sel. Et n'importe qui a déjà, par exemple, fait suer une aubergine avec du sel, ou etc., quand on met du sel, ça fait suer nos légumes. Donc, il faut, d'une part, avoir la plus grande surface d'exposition pour que le sel puisse toucher, faire sortir l'eau du légume. Et s'il est assez mince, ben, c'est qu'on va pouvoir masser nos légumes et aider à faire suer nos légumes, justement, à faire sortir l'eau naturelle. Oui, donc merci pour la diapo sur le sel.
Donc, c'est ça, le sel, ce qui se passe, à faire suer nos légumes. C'est d'où l'importance aussi d'avoir des légumes frais parce qu'un légume qui est plus vieux va perdre de son eau. Si on laisse, par exemple, nos carottes dans le frigo, pas dans un sac, ça fait longtemps, sinon on va se retrouver avec des carottes qui sont molles, par exemple. Donc, un légume vieux perd de son eau et donc la pectine qui aide à préserver le croquant dans le légume. Donc, avec des légumes frais, avec le sel, ça va faire suinter, sortir l'eau et cette eau-là va permettre de garder nos légumes submergés durant la fermentation. C'est hyper important parce que c'est dans cet environnement-là, que les bonnes bactéries vont pouvoir prendre toute la place, proliférer et empêcher les mauvaises bactéries de prendre le dessus. Et donc, je ne sais pas, dans la diapo, on parlait du pourcentage de sel. Ça, c'est une autre variable qui est importante. Ici, on fait une lactofermentation, comme on dit, à sec, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter de l'eau salée, comme par exemple dans les cornichons, on utiliserait de l'eau salée. Ici, on va utiliser juste du sel et on va faire suinter nos légumes avec. Et ce qu'on va utiliser, c'est 1,5 % du poids des légumes utilisés. D'où l'importance, pourquoi je parlais, si vous avez une balance alimentaire, ça serait très utile parce qu'il faut peser nos légumes. Mais là, pour ceux qui n'auraient pas de balance, l'autre truc, c'est d'y aller à l'œil, plus ou moins, et d'aller chercher le goût d'une patate, d'une chips, dans le fond. Donc, il faut que ça soit salé, mais pas trop salé. Là, j'explique tout ça, puis je ne suis pas très rapide pour couper mes carottes en même temps. Donc, je vais m'activer un petit peu. Donc, dans le fond, les carottes vont être un peu le simili-saumon de notre fermentation. Il y a beaucoup de variantes, justement, véganes pour le saumon fumé, comme le Vegelox, peut-être que certaines personnes connaissent. D'habitude, c'est fait soit avec de la pulpe de carottes ou encore des carottes qui vont être déjà pré-cuites puis marinées. Mais dans les deux cas, c'est jamais fermenté. Donc, ici, c'est là la grosse variante, c'est qu'on va les faire fermenter avec le sel. Ça va donner un petit côté acidulé à notre peau saumon fumé, mais également donner des propriétés vraiment intéressantes grâce à la fermentation. Odile, il y a une Madame Lavoie qui demande, est-ce préférable de prendre des carottes fines ou de plus larges tranches sont aussi acceptables? C'est vraiment votre, à votre discrétion. J'allais dire disposition. Il n'y a pas vraiment de préférence. Même on pourrait passer les carottes en julienne épaisse, par exemple, ça aurait pu être ça si vous aviez préféré. C'est vraiment une question de... Ça va rien changer tant que vous avez des carottes qui sont fraîches. Et je ne dirais pas les carottes style fait en sac qui sont comme utilisées pour les lunchs. Là. Les tout petites carottes, ça par contre, je vous déconseille à utiliser. Dans le fond, les carottes que j'ai en ce moment, c'est les carottes que j'avais dans mon panier bio et aussi des carottes qui viennent du jardin de mon père. Donc, et c'est la saison en ce moment. Donc, c'est une autre raison avec les fermentations, c'est d'essayer de préserver ce qui est en saison pour pouvoir le consommer plus tard. C'est une des, comment dire, un des bénéfices et des avantages des fermentations et de pouvoir préserver, conserver des aliments sur une longue période de temps lorsque ceux-ci ne sont plus disponibles en épicerie, dans les marchés, dans le jardin. Je vais m'activer un petit peu. Là, ici, ce que j'ai, c'est environ 425 grammes de carottes. S'il y en a qui l'ont pesé avant, ça peut quand même être pratique, puisque même chose pour le poireau, c'est environ 150 grammes. Donc, si on faisait un calcul rapide, ça voudrait dire que nos légumes, on aurait un total de
si je ne me trompe pas, 575 grammes, à peu près. Peut-être qu'il faut me... J'ai pas les chiffres sous la main. Donc, ça, on faisait 1,5 % de sel pour faire un petit calcul croisé, revenir au secondaire avec, on fait le pourcentage à 1,5 %. Donc, ça reviendrait à peu près à 8 grammes de sel qu'il faudrait utiliser. Autre petit truc, une cuillerée à thé de sel, ça fait environ 5 grammes. Donc, il faudrait à peu près une cuillerée à thé et demie de sel pour notre lactofermentation. En même temps, j'essaie de ne pas me couper un doigt. On demande, Odile, est-ce que je peux utiliser du poireau que j'avais déshydraté cet été? Oui et non, dans le sens que oui, sauf que là, ça va altérer au niveau du poids de notre... dans le sens que ça va donner le goût, mais ça va souvent perdre de sa texture durant la fermentation, dans le sens que je pense pas que le poireau, s'il est déshydraté, risque de se désagréger. Donc, le goût va être là, mais la texture, elle va se perdre. Après, je ne sais pas au niveau des quantités, parce que 150 grammes de poireau frais, je ne sais pas combien ça équivaudrait en steak. Mais si on n'en a pas, on pourrait mettre de l'oignon, l'équivalent en oignon, un oignon jaune ou un oignon blanc, si jamais on n'a pas de poireau. Mais ça peut être intéressant de mettre du poireau déshydraté pour donner du goût. J'en mettrais moins, peut-être, je ne sais pas, l'équivalent de 2-3 cuillerées à soupe, peut-être. Mais ce serait un test, parce que moi, je ne l'ai pas testé. Et alors, pour ce qui est du sel, il faudrait calculer juste par rapport aux carottes la quantité de sel. Parce que sinon, on risque d'avoir de quoi qui peut être trop salé. Puisque forcément, le poireau déshydraté n'a plus d'eau dedans. Il a déjà perdu son eau et que le sel sert à faire sointer l'eau naturellement présente dans le légume. Puis, notamment, pour une petite notion par rapport au sel, si on met trop de sel, ça vient un peu arrêter le processus de fermentation. Si on n'en met pas suffisamment, c'est qu'il y a un risque que les moins bonnes bactéries, comme mettons qu'il y a de la pourriture qui se crée en surface, etc., on ne donne pas le meilleur environnement possible pour que la fermentation se déroule correctement. Donc, c'est quand même vraiment important, le sel. On peut jouer un peu, en fait, dans la plupart des écrits, on joue entre 0,8 % et à peu près 2,5 % de sel. Donc, il y a de quoi jouer avec la quantité de sel. Mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas omettre. Il faut absolument en mettre. Et il faut quand même faire attention d'en mettre suffisamment. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Il me reste encore juste 2 carottes à faire. Pour le poireau, la raison pourquoi j'aime bien utiliser le poireau au-delà de l'oignon se trouve à l'année, c'est sûr, donc c'est pas problématique. Mais le poireau, c'est que je vais utiliser juste la partie verte, la partie blanche. Et la partie verte, pour ceux qui ont le poireau, conservez-la, parce qu'on va l'utiliser plus tard dans la fermentation. Et pour les carottes aussi, ceux qui la font en même temps que moi, je vous encourage à garder les bouts des carottes qu'on n'utilisera pas dans la lacto pour les utiliser dans un bouillon de légumes, de retailles de légumes. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça, là. Récupérer toutes les petites retailles de légumes, les mettre dans un sac Ziploc au congélo. Et on peut les utiliser quand on en a suffisamment pour faire un bouillon de légumes.
Et me voilà avec mes carottes. Je vais me libérer de la mandoline. Le poireau, pardon, c'est plus simple de le couper au couteau par expérience. Vous pouvez tenter de le couper à la mandoline, mais souvent, il va finir par... ça va mal fonctionner, en fait, à la mandoline. Donc, ici, on a nos carottes, des belles, comme des chips de carottes, au final. Oh, je me rends compte que j'ai un bout de carotte ici qui n'avait pas été coupé. Et voilà. Donc, on va rajouter le poireau. On va couper également en fines tranches. C'est un peu moins grave si c'est un peu plus épais parce que le poireau n'est pas aussi dur que les carottes. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être surexposé avec la lumière, mais j'ai peut-être un peu plus large, peut-être à peu près un demi-centimètre, plus ou moins. Puis, je vais le rajouter à mes carottes. Donc, ça va aller un peu plus rapidement. Et voilà. Ici, faire attention quand on utilise le poireau, là, je n'ai pas montré, mais bien laver l'intérieur pour pas qu'il y ait de terre qui se retrouve dans notre lactofermentation. Je n'ai pas montré, mais j'imagine la plupart vous êtes habitués au niveau des techniques de nettoyage du poireau, mais dans le fond, on fait une entaille sur le long, puis on peut comme défaire les épaisseurs, les épluchures de poireaux pour bien nettoyer à l'eau. Puis ici, j'ai gardé mes feuilles de poireau, les parties vertes, parce qu'on va les utiliser en fait rendues à la fin de la fermentation qu'on met en pot pour mettre sur le dessus de notre lactofermentation et ainsi créer une espèce de barrière pour bien submerger nos légumes. Mais je vais vous montrer ça plus tard dans la fermentation. Si jamais on n'en a pas, c'est pas plus grave que ça. Ça peut être remplacé par une feuille de chou, par exemple, ou encore s'il y en a qui sont vraiment dans les lactofermentations à fond, il y a d'autres matériels qui peuvent être utilisés comme des disques en verre ou encore en céramique. Donc, il y a d'autres façons de créer cette espèce de barrière-là. Mais je vais l'expliquer un peu plus tard quand on va être rendu à la mise en pot de notre fermentation. Là, je vais aussi rajouter l'ail. L'ail, c'est les quantités, je disais, c'est 2-3 gousses d'ail. C'est vraiment à votre discrétion. Au final, vous pouvez en mettre plus ou ne pas en mettre. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets 3, mais c'est des très grosses gousses d'ail. Puis, il n'y a pas vraiment de façon particulière de la couper. Moi, j'aime bien juste je vais la trancher en tranches. Mais bon, si vous préférez, vous pourriez la passer au pressoir. Je vous conseille de l'ail frais et non pas de l'ail en pot, en purée. Des fois, il y a des ajouts à ces purées-là, des préservatifs, etc. Des agents de conservation. Donc, moi, je vais avec de l'ail frais, préférablement du Québec aussi. On préfère ça à l'ail de Chine. Là, désolée, j'aurais dû les peler déjà avant de commencer l'atelier. Vous savez, des très grosses gousses d'ail, vous pouvez toujours les passer à la mandoline aussi. Mais comme c'est pas très gros, je le fais tout simplement au couteau. Donc, à peu près l'équivalent de l'épaisseur de nos carottes au final. Donc, ça reste quand même très mince. Je ne sais pas si c'est visible. Mais, donc, quelque chose qui est quand même assez mince.
On va rajouter ça à notre bol. Puis, une fois l'ail coupé, ça va être, avant de mettre les aromates, toutes les épices, on va mettre le sel. Donc, si jamais, moi, j'avais déjà précalculé le poids de mes légumes, mais si jamais vous avez une balance alimentaire et que vous ne l'avez pas précalculé, je vous encouragerais à peser le poids total de vos légumes afin de calculer la quantité de sel à utiliser. Comme je disais, la quantité de sel, c'est 1,5 du poids total de nos légumes. Donc, faire un petit calcul là, sur votre calculatrice de cellulaire et calculer 1,5 %. On demande ici, pour la fumée liquide, il y a plusieurs marques, hein, je crois. On a juste à demander à son marchand. Il n'y a pas une marque spécifique là, qui est importante pour ça. Souvent, ils vont juste avoir une ou deux marques. C'est rare qu'ils ont beaucoup de marques disponibles dans un même magasin, mais c'est équivalent, peu importe. En fait, si je vous disais les ingrédients de la... En fait, c'est de la fumée, de la saveur de fumée liquide, parce que de la fumée, c'est pas liquide, donc on entend. C'est de l'eau et de la saveur de fumée naturelle d'Hickory, qu'ils appellent. Donc, on en a besoin d'une toute petite quantité, pour vrai. Donc, c'est sûr que si vous achetez ça juste pour la recette, on va avoir besoin d'à peine une cuillerée à thé, là, en fait, une cuillerée à café pour la recette. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être optionnel. Mais sinon, je vous encourage à en acheter parce que c'est hyper intéressant à utiliser dans les marinades. Moi, quand je fais marinade pour mon tofu, mon tempeh, j'en utilise à chaque fois. Ça vient vraiment donner comme le goût qui est vraiment intéressant. Ou même pour faire, mettons, des aubergines glacées au miso, on pourrait en rajouter un petit peu. J'imagine la même chose pourrait se faire avec certains marinades à viande. Dans mon cas, bien entendu, ça reste avec le tofu ou le tempeh. Mais une bouteille dure quand même longtemps. Cette bouteille-là, je l'ai facilement depuis plus d'un an dans le frigo parce que justement, on en utilise de très petites quantités à la fois. C'est très, très goûteux. Vous allez ouvrir la bouteille puis vous allez tout de suite sentir le goût fumé. C'est assez surprenant, en fait. Donc là, j'ai tous mes légumes ici dans mon bol. Je vais, pour les fins de la recette, juste m'enlever ici la planche afin de mettre le bol de l'avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sel avant d'aller vers qu'est-ce qui est le kombu, les épices, la nette, etc. Donc, moi, je sais que c'est environ 8 grammes de sel qu'il faut que j'utilise. Et selon le type de sel, c'est sûr qu'il y a des variantes, mais en règle générale, une cuillerée à thé, c'est à peu près 5 grammes. Une cuillerée à soupe, c'est 15 grammes. Donc là, dans ce cas-ci, ce que je vais avoir besoin, c'est plus ou moins une cuillerée à thé et demie, ou à peu près une demi-cuillerée à soupe, je dirais. Donc, je vais y aller à l'œil. Puis j'encourage quand même les gens, des fois, à y aller... mais pas nécessairement d'y aller à l'œil parce que c'est toujours mieux d'avoir une balance, mais de goûter, après que vous ayez mis votre sel, que vous allez masser, de goûter à votre légume, parce que ce qu'on veut rechercher, c'est de quoi qui n'est pas trop salé ni trop peu salé. Puis moi, mon guide, c'est la chips. Tu devrais penser à une croustille, une chips. Donc, forcément, on goûte le sel, mais c'est pas comme si on mangeait une cuillerée à thé de sel directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masser nos légumes parce que, bon, c'est sûr que si on laissait nos légumes juste comme ça, ils finiraient un peu par suer, mais ils ont besoin d'aide. Donc, il va falloir masser, faire aller un peu de l'huile de coude pour faire suer nos légumes, faire sortir l'eau des légumes. Ça prend un peu plus de temps parce que les carottes, c'est quand même un légume qui est rigide. C'est la raison pourquoi il fallait couper quand même assez finement nos carottes. Si ça avait été trop épais, ça a été beaucoup plus difficile de faire suer nos légumes. Puis, je vais en profiter en même temps pour faire une petite mention par rapport aux lactofermentations en saumure.
c'est-à-dire les légumes qu'on peut pas masser justement pour faire sortir l'eau de ceux-ci. Par exemple, si on faisait des carottes en bâton ou qu'on faisait des navets entiers, des radis entiers, par exemple, des cornichons, des cocombes, c'est tous des légumes qu'on peut pas masser pour faire sortir l'eau. Donc, ce qu'on fait dans ce contexte-là, c'est qu'au lieu de saupoudrer nos légumes de sel, c'est qu'on ferait tremper nos légumes dans de l'eau salée, qui serait plus salée, par contre, parce qu'un pourcentage plus élevé. Puis, durant la fermentation, en fait, il y aurait, ça se ferait naturellement, l'eau des légumes viendrait comme, sortirait des légumes pour se retrouver dans l'eau extrêmement salée. Ça viendrait faire je ne vais pas aller dans les détails, là, mais actuellement, dans une eau salée pour les saumures, c'est plus 3 à 5 de sel, mais avec l'eau des légumes qui va finir par suinter, ça va revenir à un ratio de plus ou moins 1,5-2 de sel. Mais bon, on va dans les détails, puis aujourd'hui, ce n'est pas une lactofermentation en saumure qu'on fait, mais une lactofermentation à sec. Donc, on fait sortir l'eau des légumes. Ceux qui le font en ce moment, vous devriez commencer à sentir que les légumes sont plus humides. On sent que ça glisse sous les doigts. Puis ce qu'on va essayer de chercher, mais ça peut prendre un petit moment, puis parfois, il faut laisser reposer nos légumes, c'est de retrouver un petit peu d'eau au fond de notre bol qui va dans le fond quand on va le mettre en pot. Cette eau-là, quand on va bien appuyer nos légumes, ça va se retrouver en surface de notre lactofermentation. Ce que je fais d'habitude, c'est que je les masse pendant à peu près un bon 5 minutes. Puis après, je les laisse reposer un petit 5-10 minutes. Je vais faire autre chose, puis je reviens voir mes légumes. Si vous avez un légume hyper frais, ça va être hyper facile à faire sortir l'eau. Si vous avez des légumes plus vieux, c'est là que vous allez voir que c'est plus difficile de faire sortir l'eau du légume parce que forcément, un légume plus vieux, il a perdu de son eau et donc de sa pectine. Puis, autre petit détail, les légumes, il ne faut pas penser que c'est aseptisé, les légumes. Il y a des micro-organismes qui vivent sur nos légumes, ce qui fait en sorte qu'à partir du moment qu'on cueille notre légume, il y a une durée de vie certaine avant qu'il commence à se désagréger, puis qu'il y ait des pourritures, puis etc. Donc, n'importe qui laisse un légume trop longtemps sur son comptoir, vous allez voir qu'il va changer de look assez rapidement. Et donc, il y a des micro-organismes, puis la pectine, qui vont venir justement digérer cette pectine-là, ce qui va perdre le croquant, la fraîcheur du légume. Donc, plus qu'on a un légume vieux, plus que l'activité des micro-organismes sur nos légumes est quand même très avancée, à vrai dire, et moins propice à une lactofermentation. Là, moi, je commence déjà à avoir des légumes bien mouillés. Je vais rajouter les aromates. Puis j'imagine pendant ce temps-là, ça va laisser les légumes se reposer un peu. Est-ce qu'on est correct dans les temps en ce moment? Ça va bien, ça va bien. J'ai une petite question ici, Odile. Idéalement, est-ce qu'on aurait stérilisé notre matériel? Ah, la question de la propreté des aliments. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui encourage la stérilisation complète, là, du genre on passe à l'alcool, etc. J'y vais simplement pour un bon nettoyage à l'eau savonneuse, admettons du bol qu'on va utiliser, de la planche, des couteaux, etc. Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez passer ça au lave-vaisselle, par exemple. Mais il n'est pas nécessaire de stériliser le matériel. L'explication, en fait, c'est qu'on parle de micro-organismes. Il n'y a pas nécessairement que du mauvais au niveau des micro-organismes, des bactéries qui font partie de notre environnement. Puis dans le contexte d'une lactofermentation, quand c'est dans les bonnes variables sont respectées, etc., les bons organismes vont prendre le dessus sur les mauvais. Puis même, je peux donner un exemple. C'est par exemple, si on avait un légume qui serait contaminé à la salmonelle, au sédicile, etc., en le fermentant, dans le bon environnement, les bonnes bactéries, les bactéries d'acide lactique, dans le fond, les lactobacilles, vont prendre le dessus sur ces mauvaises bactéries-là et vont finir par les supplanter et celles-ci vont disparaître.
Donc, on pourrait manger, mettons, un légume contaminé à la salmonelle, une fois fermenté, n'aurait plus de salmonelle et serait bon pour être consommé. Ce qui est quand même vraiment magique d'une certaine façon. Puis ça vient aussi expliquer qu'il y a certains aliments lacto-fermentés qui ne sont pas digestes quand ils ne sont pas lacto-fermentés, qui ont besoin d'être fermentés pour être digestes. Pense à certaines racines de manioc, certains tubercules, ou même encore d'une certaine façon, quand on parle aux grains, aux légumineuses, la raison pourquoi on les fait tremper, puis ça peut même être bien de rajouter un peu de jus de citron ou encore du jus d'une fermentation, c'est que ça aide à mieux assimiler et à rendre certains nutriments qui sont un peu plus difficiles, mettons, entre autres à la digestion, de les neutraliser. Donc, les fermentations permettent de détoxifier certains aspects moins bons, on pourrait dire. Et donc, c'est pour ça que là, je reviens à ce qu'on doit stériliser et bien nettoyer. Là, je me suis vraiment enflammée puis je suis partie loin, là, je m'en excuse. Je vous dirais simplement de bien nettoyer à l'eau chaude savonneuse. C'est suffisant. D'accord. On demande ici, Odile, est-ce que le sel, est-ce que ça prend du sel fin ou du gros sel? C'est quand même correct? Utilisez le sel que vous avez sous la main de base. C'est même du sel de terre, ça va fonctionner. Mais c'est préférable des sels non raffinés. Je vais m'expliquer pourquoi, en fait. C'est que les sels de table, qui sont souvent supplémentés en iode, d'une part, l'iode qu'on supplémente dans ces sels-là a des propriétés antibactériennes et ils ont souvent aussi des agents anti-caking, ce qui empêche de faire des motons de sel, etc. Puis, ces agents-là ont tendance à créer de la noirceur et de l'opacité dans les lactofermentations. Donc, c'est un peu moins propice, disons, aux lactofermentations. Mais en réalité, les bonnes bactéries, les bactéries d'acide lactique sont hyper résilientes. Donc, ça va quand même fonctionner, votre lactofermentation. Puis, mon motto un peu, c'est de dire, ne vous empêchez pas de faire une fermentation si vous avez simplement du sel de table à la maison. Ça va fonctionner quand même. Mais sinon, moi, je préfère aller vers des sels non raffinés. J'aime bien le sel de mer, mais sinon, du sel rose Himalaya, du sel gris. C'est du gros sel, par contre, ça peut être bien de peut-être, ça va être plus difficile de, comment dire, il va prendre plus de temps à se dissoudre. Fait que, si vous avez un mortier, peut-être juste un peu le pré-moudre, d'une certaine façon, ça va être plus facile à le manipuler. Fait que c'est plus facile du petit sel. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand je vous parlais du poids, qu'environ une cuillerée à thé, c'est à peu près 5 grammes. Quand je parle de ça, c'est du sel qui est quand même fin. Quand c'est du gros sel, forcément, ça ne remplit pas le même espace. Fait que je pense que c'est un petit peu moins le poids ou un petit peu plus, je ne suis pas certaine. Donc, ça fait des variations pas très importantes pour des petites quantités comme aujourd'hui, mais qui pourraient quand même être importantes pour des très grosses quantités de lactofermentation. On parlerait de plusieurs litres de choucroute ou plusieurs litres de carottes lactofermentées. Moi, je viendrais à racheter les aromates à ce moment-ci. Je vais rajouter, entre autres, le kombu. Si vous avez un autre type d'algue, n'hésitez pas à en mettre. Sinon, pour le kombu, je vous encourage à la déchiqueter en plus petits morceaux. Des petits morceaux, l'équivalent d'un dixaine environ. Donc, c'est vraiment aléatoire. Il va y avoir des plus gros morceaux, des plus petits morceaux. Ça aussi, vu qu'il y a les algues, c'est quand même salé, ça vient rajouter un petit peu de sel. Mais comme on parle d'une... J'ajuste pas la quantité de sel que j'utilise pour ma lactofermentation. Ça ne fait pas une si grande différence. Mais c'est sûr que forcément, ça vient rajouter un peu de salé à notre lacto. Mais ce qui est la principale raison pourquoi j'en mets, c'est surtout pour le côté marin. Je fais la même chose, par exemple, avec le kimchi pour remplacer la sauce de poisson ou les anchois, les crevettes qui sont traditionnellement utilisées dans le kimchi coréen. Pour faire une version végane, je vais justement racheter des algues et j'aime bien justement le kombu puisqu'il garde sa texture même après la fermentation. C'est un truc que je dois donner le crédit à Pedro de Tout Cru.
parce que c'est en discutant avec lui qu'il m'avait donné le truc du kombu qu'eux utilisaient justement dans leur recette de kimchi. Pour redonner à César ce qui revient à César. Donc là, je vais... Pardon? Tout cru, un autre bel exposant de l'expo, effectivement. Pour vrai, si vous n'avez pas la chance de faire des lactofermentations, c'est vraiment personnellement le produit à acheter en magasin si vous voulez vous initier aux lactofermentations. Ils ont d'excellents produits. Donc, puis, une autre ressource, je vais en profiter là, pour plugger du monde qui sont aussi à l'Expo Manger Santé, si je ne me trompe pas. Mais une autre ressource hyper importante, selon moi, c'est Révolution Fermentation. Surtout leur groupe Facebook, Révolution Fermentation, c'est une super belle communauté. Si jamais vous avez des questions, vous voulez partager des idées, des échecs, peu importe, vraiment le monde s'entraide super bien. Puis, ils ont fait une ressource en ligne avec leur site web. Ils vendent du matériel aussi, puis plein d'articles super intéressants. Donc, je vous encourage de ce côté-là. Puis sinon, bien, sur mon blog, je partage aussi des recettes de fermentation, mais pour vrai, l'idée, c'est qu'il y ait plus de monde qui mange des fermentations. Donc, je vais retourner aux épices. Là, je vais mettre du poivre. Je vais mettre une cuillerée à thé. Je préfère les épices entières, personnellement. Si vous avez des épices moulues, va peut-être falloir en mettre un petit peu moins que les quantités. Je ne sais pas si peut-être on peut ramener la diapo sur les ingrédients pour trouver les quantités d'épices, ou à moins que les gens laissent avec eux à la main. Mais je préfère les épices entières, même si oui, rendu à la fin de la lactofermentation, ils se retrouvent des fois dans le fond du pot. Moi, j'aime bien des fois les faire sécher, puis je les mouille, puis je les utilise. Puis en fait, il y a un petit goût en plus acidulé. Ça peut être super intéressant dans des trempettes, des marinades, dans des recettes. Puis, de préférence, des épices de qualité, c'est sûr. Il y a par exemple épices de cru, c'est des excellentes épices. Sinon, j'aime bien le poivre de Charles Organic également. Donc, une cuillerée à thé de poivre. Je vais mettre une demi de coriandre, de graines de coriandre. Et la moutarde, trois quarts de cuillerée à thé de moutarde. Ça peut être de la moutarde brune si jamais vous n'avez pas de moutarde jaune. Je ne sais pas à quel point le goût est tant différent de l'une à l'autre. Donc là, on a ça. Puis, il y a de la nette. Là, on n'est pas vraiment en saison pour la nette. Donc, moi, j'aime bien si je fais ça plus en septembre, habituellement, je vais mettre comme une tête d'aneth en fleurs. Mais sinon, les feuilles, ça va super bien. Si vous n'avez pas d'aneth fraîche, on pourrait mettre des graines d'aneth, à peu près une demi-cuillerée à café, demi-cuillerée à thé. Ça pourrait aussi être des graines de fenouil, puisqu'on est quand même dans la même famille, mais je trouve que le goût est quand même différent au niveau des graines. Mais c'est ça. Sinon, des graines d'aneth, c'est très bien faire à faire. Et si jamais vous n'en avez juste pas du tout, vous pouvez le mettre. Les épices, en fait, c'est même les quantités, c'est des guidelines, c'est des guides. Mais si jamais vous aimez absolument pas la coriandre, vous pouvez omettre la coriandre. Si vous adorez la moutarde, vous pouvez en mettre un peu plus. C'est vraiment en fait, les fermentations ne devraient pas être des carcans, à part la quantité de sel à utiliser, sky is the limit, comme ils diraient. Donc, vous y allez avec ce que vous avez chez vous, ce que vous avez envie comme goût. Là, c'est sûr que les épices que j'ai mis, c'est des trucs qui iraient avec du saumon fumé, selon moi. C'est la nette, on en mettrait sur un bagel de saumon fumé. Le poivre, ça va quand même de soi. C'est des épices aussi classiques pour qu'il y ait des épices à marinade, des épices à cornichons. Donc, c'est les épices que j'ai mis. Et là, je vais bien mélanger tout ça. Puis là, j'ai pris un pot en verre, mais je ne pense pas que ça va être visible à la caméra, même si je le voudrais. Mais je vais tenter de montrer qu'il y a du liquide. Est-ce qu'on le voit ici, peut-être en bas? Oui, on le voit très bien. On le voit très bien. Ça, c'est le liquide qu'on veut avoir dans une lactofermentation, parce qu'on a vraiment fait suer nos légumes. Et pardon pour le bruit, quand on va le mettre en pot, c'est qu'on va s'assurer de vraiment bien peser notre lacto pour que ce liquide-là se retrouve en surface.
Donc, c'est vraiment ça qu'on veut rechercher. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une quantité astronomique de liquide. On parle de quelques cuillerées à café, tout simplement. Mais c'est ce qui est important à voir. Si jamais ça fait vraiment, enfin, on masse, puis il n'y a vraiment pas d'eau, c'est qu'il n'est pas probable que le légume soit trop vieux. Mais sinon, il y a différentes options qu'on peut faire. On pourrait rajouter un petit peu d'eau salée pour juste comme s'assurer qu'on ait ce liquide-là dans un pourcentage d'environ 1,5 % du poids de l'eau. L'eau, juste pour vous donner une idée, le volume égale le poids. Donc, 10 ml d'eau équivaut à 10 grammes d'eau. Donc, pour vous donner une idée. Donc, on pourrait faire ça. Sinon, un autre truc, même si là, ça viendrait changer notre fermentation, c'est d'ajouter quelques radis coupés finement en tranches. Parce que les radis, c'est hyper riche en eau. C'est un truc un peu dans les lactos, de rajouter juste 1 ou 2 radis coupés en tranches. Ça va aider à faire juter notre fermentation. Donc, ça, c'est un autre petit truc. Mais on espère autant que possible d'avoir suffisamment de liquide dans le fond de notre bol. Pardon. Aussi, je voulais juste revenir sur la fumée liquide. J'ai testé de faire cette fermentation-là en mettant la fumée liquide dès le début. Quand on fait une fermentation courte, environ 7 à 10 jours, le goût était quand même encore là. Mais plus que je fermentais longtemps, j'avais l'impression que le goût se perdait dans la lactofermentation. Donc, j'ai préféré rajouter la fumée liquide une fois la fermentation terminée, au moment où est-ce qu'on mettrait notre fermentation au réfrigérateur pour la conserver. Mais j'avais testé les deux. Mais c'est ça. J'ai trouvé que c'était préférable de la rajouter une fois la lactofermentation terminée. Donc là, les pots, on en a parlé un peu tout à l'heure. J'ai un pot en verre d'environ 1 litre. Je vais juste pardon. Aller chercher un petit outil. Si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave que ça, mais ça, c'est quand même pratique pour simplement mettre nos ingrédients dans le pot. J'ai d'autres petites notions à donner sur le pot. On pourrait utiliser un pot en verre, un vieux pot d'épicerie dans lequel il y avait des cornichons ou qu'il y avait de la sauce tomate, etc. C'est pas obligé d'être un pot maçon, mais la plupart des gens, souvent, ont des pots maçons à la maison, donc je vous encourage à utiliser ça. Moi, j'aime bien ceux qui sont en large embouchure parce qu'il est plus facile de, justement, pouvoir mettre notre main à l'intérieur et bien peser notre lactofermentation. Si vous avez un pot à étroite embouchure, ça va quand même fonctionner, mais il va peut-être falloir vous utiliser, mettons, une cuillère en bois, quelque chose pour bien aller écraser votre lactofermentation parce que ça va être moins pratique de pouvoir le faire. Et l'autre aspect qui est pratique avec les pots à large embouchure, c'est que moi, ce que j'utilise pour s'assurer que ma lactofermentation reste bien submergée, c'est que je mets un poids sur ma lactofermentation. Et donc, ce que je fais souvent, c'est que je mets un plus petit pot que je vais insérer à l'intérieur une fois la lactofermentation dans mon pot pour bien peser et en même temps servir de poids qui va s'assurer que ma lactofermentation va être bien submergée. Donc là, c'est plus pratique quand on a un pot justement en large embouchure parce que, par exemple, dans les pots maçons, les petits pots rentrent facilement à l'intérieur ceux de 250 ml, si je ne me trompe pas, ou encore les petits de 125 ml. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi je vous encourage à aller vers des pots à large embouchure. Sinon, l'autre truc, même si c'est pas le truc, comment dire, c'est correct de l'utiliser, mais c'est pas ce qu'il y a de préférable parce que ça implique du plastique, mais c'est d'utiliser un sac Ziploc pour justement créer un poids et s'assurer que notre lactofermentation soit bien submergée. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais dans le fond, on met notre sac Ziploc qu'on remplit d'eau et ça crée un poids sur notre lactofermentation en plus d'épouser les parois du pot et ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas de contact avec de l'oxygène. Puis je pense que je n'ai pas parlé par rapport à ça, par rapport à l'oxygène, mais c'est que dans le fond, ça peut, quand ce n'est pas submergé puis qu'il y a un contact avec l'oxygène de notre lactofermentation, c'est là qu'il peut y avoir des risques de contamination avec d'autres bactéries qu'on ne veut pas, des pourritures en surface, etc. Donc, il faut quand même s'assurer que ça soit bien submergé et qu'il y ait
que notre lactofermentation ne soit pas en contact avec l'oxygène. Odile, si tu permets, j'ai une petite question ici. On demande pour ceux qui ne cherchent pas à imiter le goût du saumon, est-ce que tu conseilles malgré tout d'ajouter de l'algue ou c'était vraiment optionnel? C'était optionnel. C'est vraiment optionnel, en fait, l'algue. En fait, tout est optionnel d'une certaine façon. Ou est-ce que vous pourriez faire avec d'autres légumes racines? Moi, j'ai déjà fait avec du panais, par exemple. C'est délicieux. Un mélange de carottes panais. L'oignon pourrait remplacer le poireau. Donc, si vous ne cherchez pas à remplacer le saumon fumé, vous pouvez omettre l'algue. Sinon, moi, je trouve que ça donne quand même un goût qui est intéressant. Ça reste dans les subtilités. On ne parle pas d'un goût très, très prononcé d'algue non plus. Donc, oui, vous pourriez le mettre. Même chose pour la fumée liquide. Puis les épices. Si jamais vous n'avez pas d'aneth et que vous ne cherchez pas à faire du saumon fumé à l'aneth, vous pourriez aussi en mettre l'aneth. Et Odile, on demande, est-ce que le pot doit être absolument clair ou si le pot est teinté, est-ce que c'est correct aussi? Il n'y a pas de problème non plus. Je vous dirais, c'est pour ça aussi que je prépare les pots en verre à la céramique, même si souvent c'est utilisé la céramique en lactofermentation, parce que on peut voir de l'extérieur. Je trouve ça plus simple pour bien voir si tout est bien submergé, voir les changements de coloration des carottes durant la fermentation. Donc, c'est juste une question de préférence. Mais s'il est teinté, opaque, ou justement comme de la céramique et qu'on ne voit pas, il n'y a aucun problème non plus. Puis là, quand je transforme mes légumes, je m'assure de ne pas perdre ce petit liquide-là qu'on avait à la fin du pot pour le mettre dans mon pot. Là, je vais enlever ça aussi. Là, ce qui va être important, c'est de bien presser nos légumes afin qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui soient présentes dans notre lactofermentation et essayer de faire remonter le liquide en surface. Donc, plus vous allez peser, puis plus vous allez sentir ce liquide-là qui remonte. Puis aussi, l'autre raison pourquoi j'ai pris un pot d'1 litre, là, vous allez vous rendre compte que la lactofermentation remplit après la moitié, le 2/3 du pot seulement. Et pourquoi j'ai pas pris un pot plus petit? On pourrait se poser la question. C'est d'une part qu'il y ait de la place pour que je puisse mettre un poids sur le dessus, que ce soit le petit pot ou encore le sac Ziploc. Mais l'autre raison, c'est aussi parce que durant la fermentation, il y a de l'activité bactérienne qui se fait. C'est vivant, on s'entend. On mange de quoi qui va être vivant. Mais c'est aussi parce que dans les premiers jours, les premières 24-48 heures, selon la température qu'il fait chez vous, il va y avoir beaucoup d'activité qui va se faire et il va justement avoir du CO2 qui va se créer, qui va avoir tendance à vouloir sortir de notre lactofermentation. Donc, imaginez si mon pot était bien rempli et que là, il y a du CO2 qui se crée, qui tente à sortir. Ça risque de déborder, qu'il y ait du liquide qu'on va perdre, etc. Donc, c'est pour ça que je conseille de jamais remplir au-delà du 3/4, je dirais, un pot pour s'assurer de ne pas perdre le précieux liquide qui est notre saumure naturelle dans la fermentation. Donc là, comme vous voyez, là, il est rempli à peu près de moitié, 2/3, plus ou moins. J'ai vraiment tenté de l'écraser autant que possible pour qu'on voit le moins possible de bulles d'air. Mais c'est sûr qu'il va s'en créer dans les premiers jours avec le CO2 qui va se créer, justement. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aller réappuyer un peu après 24-48 heures. Puis c'est là que c'est pratique d'avoir un pot, parce qu'on a juste à peser le pot. Puis là, c'est ça que je vais faire, dans le fond. Là. Je vais mettre mon pot. Mais avant de mettre mon pot, j'ai oublié de vous... Je vais revenir avec... je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a gardé les feuilles de poireau au début d'atelier. Ces feuilles-là, je vais les utiliser pour venir couvrir ma lactofermentation et ainsi empêcher les petits morceaux de flotter en surface. Les petits morceaux de poireaux, les épices, l'ail, etc. Donc, je vais tenter autant que possible de venir couvrir ma lactofermentation avec ces feuilles-là.
Donc, c'est du zéro gaspillage. On réutilise tout. Quand on fait une choucroute, souvent, on va utiliser les feuilles extérieures du chou qu'on va garder. En kimchi, ça va être la même chose. On va garder les feuilles extérieures du chou napa pour venir topper et en même temps stopper notre fermentation, que les petits morceaux ne viennent pas se perdre. Donc, on va en utiliser environ 2-3. Puis les autres qui restent, vous pouvez toujours les garder pour acheter dans des bouillons de légumes. C'est hyper goûteux. Moi, j'ai toujours un sac dans le congélo dans lequel je garde mes feuilles de poireaux. Puis j'en rajoute quelques-unes quand je fais un bouillon de légumes pour donner du goût. Donc là, on a bien ça, comme ça. Là, ici, je ne sais pas si on peut voir, mais quand... Non, je ne pense pas que c'est aussi visible, mais quand j'appuie bien comme il faut, on voit le liquide qui vient un peu remonter en surface, mais je ne pense pas que c'est vraiment visible à ce point. On le voit, Odile, il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser un pot, mais juste avant, je vais vous montrer la technique du sac de plastique. Parce qu'en fond, ce qu'on veut, c'est que nos légumes, durant le processus de fermentation, restent submergés. C'est vraiment ça la clé. C'est hyper important que ça reste submergé pour pas qu'il y ait de pourriture qui se crée sur le dessus, etc. Si jamais il y en avait qui se créerait, tant que ça reste en surface, la pourriture, on peut juste simplement la retirer. Et si le reste de la lactofermentation est submergé, il n'y a pas de risque. Mais on essaie autant que possible qu'il n'y en ait pas qui se crée. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait le sac de plastique à l'intérieur et on le remplirait d'eau ou préférablement de l'eau salée, justement, parce que si jamais il y a un trou dans le sac Ziploc, au moins, ça serait de l'eau salée qui se retrouverait dans notre lactofermentation. On le remplirait d'eau, puis en remplissant d'eau, ça viendrait épouser les parois, et comme ça s'assurerait qu'il n'y ait pas d'oxygène qui vienne, et en même temps, le poids de l'eau ferait un poids sur notre lactofermentation. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est le truc que j'appelle ghetto style, dans le sens que c'est pas ce qui est à privilégier, mais tout le monde a des sacs Ziploc à la maison. Donc, c'est vraiment la solution la plus pratique, selon moi, si on n'a pas de petits pots disponibles, etc. Je préfère la technique du petit pot parce que c'est du verre, justement, qui est en contact. Et pour s'assurer que ça soit vraiment un meilleur poids, je vais remplir le pot d'eau. Donc, ça va créer un poids encore plus lourd sur notre lactofermentation. Désolée, je n'avais pas... il me manque le couvercle. Donc, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui se retrouve dans mon lacto. Donc là, je vais venir le mettre. Et là, si je viens vraiment appuyer dessus, vous allez voir qu'il y a du liquide qui se retrouve, je ne sais pas si vous le voyez ici, quand même, qui vient se retrouver qui vient submerger l'ensemble de la fermentation. Il y a des bouts du poireau que j'ai mis sur le dessus qui ne sont pas complètement submergés, mais ce n'est pas très, très grave parce que, en fait, les morceaux de poireau que j'ai mis sur le dessus, c'est des morceaux que je ne vais pas nécessairement chercher à consommer. Une fois la fermentation terminée, je vais les discarter, je vais les mettre au compost et tout ce qui est en dessous va avoir été bien protégé, puis c'est ça que je vais consommer. Donc là, on a notre pot qui est prêt à fermenter. Là, j'imagine, c'est toutes les questions. Combien de temps je le fermente? Où est-ce que je le mets chez nous? Qu'est-ce que je fais quand elle est prête? Comment je fais pour savoir si elle est prête, ma lactofermentation? Donc, d'une part, je vous encourage à le mettre dans un endroit qui est suffisamment aéré, puis préférablement qui est à l'abri de la lumière directe. Dans le sens que si c'est dans votre cuisine puis il y a de la lumière, c'est correct, mais je ne le mettrai pas sur le bord d'une fenêtre. Parce qu'il y a quand même des dire que les rayons de soleil peuvent avoir des effets par rapport aux lactofermentation. Donc, ça peut être sur une tablette, sur le comptoir de votre cuisine, etc. Je préfère ne pas le mettre dans une armoire fermée pendant que ça fermente parce que souvent, on peut l'oublier. Donc, c'est mieux que ça soit quand même visible. Puis, je vais le surveiller quotidiennement, c'est-à-dire surtout au début de la lactofermentation, quand je vous disais qu'il y a de la création de CO2, je m'assure de regarder qu'il n'y ait pas est-ce que tout reste bien submergé? Est-ce qu'il y a eu de la création de bulles d'air? Peut-être que j'aurai besoin de peser un peu sur mon poids
L'autre chose aussi, c'est que là, mon poids, il est plus gros que mon pot, fait que je peux pas mettre le couvercle de mon pot sur le dessus. Je préfère utiliser un plus petit poids, un plus petit pot dans le fond pour pouvoir mettre le couvercle. Puis à tous les jours, je vais juste l'ouvrir pour permettre au CO2 de sortir, etc. Si vous avez un pot à clip, par exemple, vous pouvez juste l'ouvrir, le refermer. Mais sinon, ce que je vais faire, moi, je vais mettre juste un tissu sur le dessus que je vais, ça peut être une guenille, là, comment dire, un linge à vaisselle, etc., que je vais faire tenir avec un élastique, juste pour empêcher qu'il y ait des petites mouches qui se mettent dans ma fermentation. À ce moment-ci de l'année, c'est pas vraiment un risque, mais mettons en été, quand on a des problèmes de mouches à fruits, ça peut l'être. Donc, on veut pas qu'il y ait des mouches à fruits dans notre lactofermentation. Et les mouches à fruits aiment l'acidité aussi, là, etc. Donc, ils vont être attirés par une fermentation parce que la lactofermentation crée de l'acide lactique et c'est acidulé, justement. Donc, ça les attire. Donc, ça, c'est ça. On va l'entreposer et là, on va le vérifier de façon quotidienne, surtout au début. Après les 2-3 premiers jours, vous pouvez regarder à peu près aux 3-4 jours, ça va être suffisant. Et je vous encourage à y goûter après environ 5 à 7 jours de fermentation. J'encourage les gens à goûter à leur lactofermentation même durant le processus parce que souvent, il faut développer notre goût. Il faut savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, il faut justement l'apprivoiser. Donc, après 5 à 7 jours, ça commence à devenir intéressant. Moi, je trouve que c'est une fermentation qui va plus vers les au moins 20-21 jours, à peu près 3 semaines. Puis encore là, ça dépend de quand je la fais durant l'année. J'ai pas parlé de température, je pense. Mais c'est une autre variable qui vient beaucoup influencer les lactofermentations. Plus qu'il fait chaud, plus que ça fermente rapidement. Plus qu'il fait froid, plus que ça fermente lentement. Donc, à ce moment-ci de l'année, si vous gardez votre appartement autour de 17-19 degrés, on ne parle pas de chaleur extrême, donc ça devrait prendre à peu près 3 semaines à fermenter. Mais en été, quand il fait extrêmement chaud, si vous n'avez pas d'air climatisé chez vous, ça se peut qu'en à peu près 1 semaine, ça soit prêt déjà. Quand je fais du kimchi en plein été, qui fait, mettons, 30 degrés, souvent, moi, en 48-72 heures, mon kimchi est prêt. Ou même chose pour les cornichons, quand il fait extrêmement chaud, ça peut être assez rapide également. Mais à ce moment-ci de l'année, quand c'est le temps de faire des choucroutes, etc., que les températures sont plus basses, ça fermente plus lentement. Donc, l'activité microbactérienne n'est pas aussi rapide, n'est pas aussi active. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Et au final, c'est une question de goût. Si jamais, après 10 jours, vous trouvez que vous aimez le goût, c'est-à-dire vous allez avoir une pointe d'acidité qui va commencer à se créer durant la lactofermentation, vous pouvez très bien l'arrêter à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez continuer jusqu'à à peu près une vingtaine de jours. Et là, on va la mettre au frigo. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon, je parlerai de justement comme la mise en frigo de la lactofermentation. Il y a peut-être une petite question. En cours de processus, quand on a dit qu'il fallait qu'on y goûtait, est-ce qu'on brasse ça ou on fait juste comme prendre le dessus? Donc, c'est une très bonne question. On essaie on va pas essayer de brasser pour pas contaminer avec, mettons, des nouvelles bactéries qui viendraient de l'extérieur qu'on souhaite pas. Donc, on va utiliser une fourchette qui est propre, d'une part, et on fait pas de double dipping non plus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais retirer le poids. Je vais prendre une fourchette justement pour vous montrer ce que je fais. Avec la fourchette, je viendrai à soulever le poireau qu'on a mis sur le dessus. Puis j'aurai lavé mes mains si jamais j'ai à toucher quoi que ce soit. Et là, je viendrai aller prendre une petite carotte. Je remettrai mon poids pour m'assurer que tout est bien submergé et je goûterai. Là, ça va goûter une carotte salée, bien entendu. Comme j'ai dit, il faut que ça rappelle un peu une chips, comme c'est assez salé, mais pas trop. Et donc là, à ce moment-là, si jamais vous aimez le goût, pardon, je suis en train de manger, vous pourriez arrêter la lactofermentation. Si jamais vous avez le goût de
de tester encore plus, aller un peu plus loin. Vous trouvez que c'est encore trop salé, pas assez acidulé, vous pouvez continuer à fermenter, puis admettons, recommencer à goûter dans à peu près 4-5 jours, à moins qu'il y ait des grosses fluctuations de température, bien entendu. En fait, quand il fait extrêmement chaud, j'ai tendance à dire aux gens de goûter plus régulièrement. Plus qu'il fait frais, en fait, j'ai pas les chiffres sous les mains, mais c'est la raison pourquoi, parce qu'on s'entend, aujourd'hui, on a des frigos, mais à une autre époque, la fermentation, on l'utilisait justement parce qu'on n'avait pas de frigo et on mettait ça des pots entiers de choucroute, par exemple, dans des caveaux où est-ce que la température pouvait jouer entre 4 et 8 degrés, plus ou moins. Et donc, la fermentation se faisait, mais très, très lentement. Puis c'est la raison pour laquelle on peut manger de la choucroute jusqu'au mois de mars, avril suivant, etc. Donc, l'activité bactérienne continuait, mais à un rythme tellement imperceptible que ça pouvait durer extrêmement longtemps. Quand on le met au frigo, le frigo, c'est environ 4 degrés. L'activité microbactérienne est quasiment stoppée, mais elle n'est pas stoppée complètement. Elle continue, mais très, très, très lentement. Donc, c'est pour ça qu'on peut conserver nos lactofermentations pendant plusieurs mois, voire même jusqu'à 1 an. Ben, en même temps, ça dépend à combien de temps ça vous prend à manger votre peau, là, au final, mais si, admettons, vous y toucheriez pas, vous pouvez le conserver très, très lentement. Bref, c'est ça. C'est la manière que je ferais pour y goûter. Puis, je continuerai la fermentation si jamais je trouve que c'est pas assez acidulé. Ce qui est important de vérifier, c'est qu'on a toujours du croquant dans nos légumes parce que plus ça fermente, surtout à des températures très élevées, c'est que les bactéries qui digèrent la pectine sont très, très actives, etc. Donc, c'est là qu'on peut se retrouver avec des légumes qu'on appelle un peu mochi, à la texture qui est vraiment molle. Ça, c'est pas ce qui est intéressant, en fait. Dans les lactofermentations, ben, c'est une question de goût, au final. Certaines personnes préfèrent qu'ils soient quasiment mous, puis c'est déjà été souvent utilisé. On pense aujourd'hui, les gens ont une excellente dentition, même quand ils vieillissent, mais ça n'a pas été le cas, mettons, de génération bien avant nous, quand ils faisaient des fermentations au 17e, 18e siècle. Au contraire, ils cherchaient peut-être à avoir des fermentations qui étaient un peu plus molles pour les dents qui avaient de la misère, la dentition qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais dans les règles de l'art, si vous faites bien votre fermentation, vous allez préserver le croquant de vos légumes. Ils vont rester crunchy, même s'ils ont été fermentés pendant 2, 3, 4 semaines. Puis après, être mis au frigo. Donc, une petite question, Odile. On dit le gros pot, il ne faut pas que ça soit scellé, ça. Hein? Il faut toujours qu'il y ait une place pour respirer. C'est oui et non, dans le sens que si vous mettez un couvercle, admettons que ce soit un pot à clip ou un pot à vis, je vous encourage à le dévisser régulièrement, surtout en début de fermentation, pour permettre au CO2, ce qui va se créer, de pouvoir sortir. Mais moi, je fais souvent des lactofermentations avec un pot que je ferme complètement. Je fais juste le visser une fois de temps en temps pour permettre au CO2. En fait, on va le voir, les petites bulles qui vont, quand vous allez ouvrir le pot, des fois, ça va peut-être faire un petit psh, puis vous allez voir des petites bulles, etc. Donc, si vous utilisez un pot complètement fermé, juste s'assurer de l'ouvrir surtout au début, à tous les jours, dans les premiers 72 heures, puis après, au moins aux 2-3 jours. Sinon, en effet, c'est préférable un pot que, si, mettons, vous mettez un pot à vis, que vous ne le vissez pas complètement, comme ça, le CO2 va pouvoir sortir par lui-même, ou encore de juste mettre un linge, comme je disais, ce que je vais faire ici, vu que mon poids est plus élevé. Donc, je ne peux pas mettre le couvercle de mon pot. Donc, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que sinon, je parlerai justement de la mise au frigo, Oui. quand la fermentation est prête. On peut passer à la mise au frigo, s'il te plaît, oui. Oui. Donc, quand le goût est à votre, quand vous aimez le goût, que là, vous êtes prêt à le mettre au frigo, moi, ce que j'encourage, c'est de ne pas le laisser dans le flot de la fermentation. D'une part, je vais enlever les feuilles de poireaux que je vais discarter, que je vais mettre au compost. Puis, je vais le mettre dans un pot plus petit dans lequel ça va utiliser à peu près tout le volume du pot. Pourquoi? C'est que, en fait, c'est la raison pourquoi c'est préférable de garder des fermentations dans des plus petits contenants que dans un très gros contenant. Parce que quand il commence à avoir beaucoup d'oxygène, du volume du pot qui n'est pas utilisé par une fermentation, mais qui a la place que c'est de l'oxygène, l'oxygène a tendance justement à continuer le processus de fermentation, mais aussi encourager des fois le développement de levure CAM, K-A-H-M,
qui peuvent aussi des fois survenir même durant la fermentation. C'est pas des levures qui sont, comment dire, elles sont inoffensives, surtout en petite quantité, mais ça vient altérer le goût, ça peut altérer aussi la texture, etc. Donc, c'est préférable de ne pas avoir autant d'espace inutilisé dans le pot. C'est pour ça, et comme on remplit à peu près le pot de moitié, max à peu près 2/3, 3/4 du pot, ça reste quand même une grosse quantité du pot qui n'est pas remplie de fermentation. Donc, moi, je la transfère dans un plus petit pot. Et ici, justement, j'ai un pot, j'en ai fait plutôt cet automne. Là, il est comme rempli justement presque à l'entièreté. Puis aussi, j'ai pas parlé de ça, mais au moment de le mettre en pot, c'est là que je vais rajouter la fumée liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, c'est vraiment bon, je vais mettre ma fermentation dans un bol dans lequel je vais mettre la fumée liquide, je vais bien brosser ça et je vais le mettre en pot. L'autre chose, c'est dans un plus petit pot, ce que je vais m'assurer, c'est que ça s'assure que, même là, il est pas, je peux le mettre dans un plus petit pot que ça, c'est que j'en ai mangé récemment, mais quand vous le mettez dans un plus petit pot, vous assurez qu'à peu près toute la fermentation reste quand même submergée, même une fois mise au frigo. C'est pas problématique si c'est pas bien submergé, si vous mangez rapidement dans de la fermentation, mais si vous considérez l'idée de garder votre lactofermentation pendant plusieurs mois, c'est bien que ça reste bien submergé parce que les parties qui ne sont pas submergées, ils n'ont pas toutes les bactéries d'acide lactique, etc., l'environnement dans lequel ils peuvent bien vivre, si je peux dire ça. Donc, c'est là que les légumes, des fois, peuvent pourrir un peu en surface, il peut y avoir de la levure canne qui va se créer, ils vont perdre un peu de leur croquant. Donc, c'est pour ça que je conseille, une fois votre fermentation prête, la mettre dans un plus petit pot pour que, justement, il n'y a pas d'oxygène en trop grande quantité et que ça soit bien submergé parce que ça va être plus comprimé dans un plus petit pot. Et là, on le met au frigo et on mange sur des bagels avec du fromage à crème ou dans des sandwichs, dans des salades, dans des bols Gouda et ça se conserve plusieurs mois. En fait, ça dépend combien de temps. Si vous osez ne pas terminer un pot jusqu'à 1 an, libre à vous, mais actuellement, ça se consomme assez rapidement. Excellent. Bon, ben ça a l'air délicieux tout ça. Ben, merci beaucoup, ma chère Odile, très généreuse de ton temps. C'est vraiment intéressant. Alors, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre des activités pédagogiques, effectivement, de l'Expo Manger Santé Vivre Vert. Alors, on a vu une belle facette de toi aujourd'hui. Si tu me permets, Odile, on va juste partager un peu, voir ton site parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Alors, ça, c'est entre autres ton travail de photographe passionné avec... là, on est sur ton blog, prettysmallvegan.com. Oui. Puis si tu descends une petite affaire, on va voir ma recette de kimchi, justement, qui est juste là, ici. S'il y en a qui veulent oser faire du kimchi. Mais j'ai quelques recettes, une section sur les fermentations, justement. Donc, fermentation de fleurs d'ail, de cornichons, de rhubarbe lacto-fermentée. Puis là, je vais aussi la recette des carottes qu'on a faites aujourd'hui. Je vais la mettre également sur le blog. Donc, les gens vont pouvoir voir le détail. Puis, comme tu disais également, il va y avoir le lien pour accéder à la vidéo du webinaire d'aujourd'hui. Lorsqu'il sera disponible, on va pouvoir tout retrouver ça dans le fond. Excellent. Donc, si on veut te suivre, ma chère, on peut aller voir ton compte Instagram, ton blog et ta page Facebook. Exact. Mais surtout, mon compte Instagram, c'est là-dessus que je suis le plus active, si je pourrais dire. Puis, je partage toujours plein de petits trucs par rapport aux fermentations également. Donc, si jamais vous avez aussi des questions par rapport à la fermentation, n'hésitez pas, par exemple, à m'envoyer un petit message direct sur Instagram ou encore via ma page Facebook. Ça va me faire plaisir. Si durant les premiers jours, il y a quelque chose qui se passe avec vos carottes, et là, vous vous posez la question, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, vous pouvez m'envoyer une petite photo, un petit message, ça va me faire plaisir. Bien, merci encore de ta belle générosité, ma chère. On va te souhaiter une belle fin de journée. Merci encore pour tout. Bien, merci à vous pour la belle opportunité, puis vive les fermentations.